Merci de la part de la filière obésante qui est représentée par les CSO de Tours et d'Orléans de vous être connectés aujourd'hui à ce webinaire sur les nouveaux traitements médicamenteux de l'obésité qui vont nous être présentés par le docteur Arnaud Deluca, médecin nutritionniste responsable du CSO au CHU de Tours. Toutes vos questions, vous pouvez les déposer et les écrire dans l'onglet, donc comme disait Corinne tout à l'heure, dans l'onglet Q et R en haut, non pas dans la conversation, mais l'onglet questions et réponses. Et on les mentionnera donc à la fin de la présentation du docteur Deluca, qui y répondra au fur et à mesure après sa présentation. Merci à vous. Je donne la parole au docteur Arnaud Deluca. Merci Florence. On voit bien mon écran, le diaporama? Florence, est-ce qu'on voit bien mon diaporama? Oui, c'est bon. Oui, tout à fait, ça marche. Ouais. Merci. Voilà, donc l'idée aujourd'hui, c'est de présenter, comme il y a eu beaucoup de mouvements récemment dans les traitements de l'obésité, c'est de vous présenter un petit peu l'état des connaissances et les différentes études avec des médicaments soit déjà sortis, soit qui sont probablement bientôt sur le marché en France, et de façon à faire une petite idée des modes d'action, et puis même si on ne peut pas les classer vraiment en termes de hiérarchisation de prescription, au moins qu'il y ait cette connaissance des molécules. Alors, on ne peut pas parler d'obésité sans rappeler que il y a nécessité d'une prise en charge pluridisciplinaire avec une modification du mode de vie. Et puis, dans les recos de 2022, il avait été bien spécifié qu'il n'y a pas seulement l'objectif pondéral, mais aussi l'amélioration des comorbidités, la diminution des facteurs de risque, l'amélioration de la qualité de vie, l'amélioration de la mobilité, qui sont d'autres points qui peuvent être considérés pour avoir déjà une action positive de la prise en charge. Et puis, bien sûr, l'idée étant d'avoir un projet personnalisé de soins pour ces patients-là qui ont, puisque maintenant on parle bien évidemment des obésités et pas de l'obésité, ils ont donc des besoins différents et c'est important de pouvoir s'adapter à ces demandes. Sans rentrer dans le détail, la prise en charge pluridisciplinaire repose sur ce que vous connaissez bien, c'est-à-dire la prise en charge nutritionnelle, avec un changement durable du mode d'alimentation, sur une activité physique régulière à la fois pour lutter contre la sédentarité, mais aussi avoir une activité physique de façon à pouvoir augmenter les capacités en termes de cardio-respiratoire. Et puis tout le versant psychique comportemental qui est un aspect très très important et même je dirais majeur dans la prise en charge, à la fois sur le rapport à l'alimentation, mais aussi toutes les conséquences psychiques liées à l'obésité. Donc tout ça, ça se fait soit via des parcours ETP, soit une approche sensiblement similaire à l'ETP, de façon à ce que les modifications puissent bien s'imprégner et que le patient modifie durablement son mode de vie. Alors, la place des traitements, elle a déjà été un peu discutée dans ces mêmes recommandations de la FFN-HS 2022, où il a été dit qu'il relevait du niveau 2 et 3 de prise en charge, donc déjà du spécialiste de l'obésité pour le niveau 2 et SMR, et puis pour le niveau 3 des CSO, donc centres spécialisés d'obésité, et des CHU. Donc c'est vraiment dans ces centres-là qu'on peut envisager les traitements médicamenteux. Et il est déjà mentionné les analogues du GLP-1. On va redétailler un tout petit peu après, bien sûr, enfin même beaucoup, dans la prise en charge, donc avec une autorisation de mise sur le marché dans l'obésité. Et vous voyez que c'est
pas en première intention sauf exception, c'est-à-dire qu'on va d'abord faire une prise en charge pluridisciplinaire, en essayant de bien la conduire. Et si la perte de poids est insuffisante, donc moins de 5% en 6 mois, et avec une implication du patient suffisante, à ce moment-là, on est en capacité de proposer cette thérapeutique d'analogue du GLP-1. Et dans de très rares cas, donc, on peut l'instaurer d'emblée si l'obésité compromet l'autonomie du patient ou s'il y a une altération sévère de la fonction d'un organe, c'est-à-dire qu'on attend que la perte de poids permette d'améliorer cette fonction d'organe. Et ça, bien sûr, quand les changements du mode de vie sont limités, c'est-à-dire que la mobilité, par exemple, est empêchée par la situation médicale. Alors le GLP-1, donc c'est une molécule qui a plusieurs effets. Vous avez à droite une synthèse des effets. Il est fabriqué par l'intestin et les neurones. Donc vous voyez déjà la double action intestin-cerveau avec des effets donc sur, pour commencer peut-être le cerveau, une diminution de l'appétit, une diminution de la prise alimentaire. Et puis, il y a également des nausées dont on va reparler après, qui est le principal effet secondaire. Il y a un effet sur l'estomac qui fait que la vidange gastrique se fait de façon plus lente. Et puis, bien sûr, comme c'est des médicaments qui sont déjà utilisés depuis de nombreuses années dans le diabète de type 2, il y a une action sur l'équilibre glucidique et sur le pancréas, donc, avec une augmentation de la sécrétion d'insuline, une diminution du glucagon. Il y a également un effet sur le tissu adipeux avec une augmentation de la lipolyse et puis des effets sur le cœur et le rein dont je ne rentrerai pas dans le détail. Donc les analogues du GLP-1 qui sont déjà disponibles, le premier c'est le liraglutide, donc son nom commercial c'est le Saxenda, qui a pour indication l'adulte avec un IMC supérieur ou égal à 30 kg par mètre carré, ou 27 avec une comorbidité liée au poids, c'est-à-dire dysglycémie, prédiabète ou diabète de type 2, hypertension artérielle, dyslipidémie, syndrome de l'apnée du sommeil. Et puis, il y a une indication à partir de 12 ans chez l'adolescent, avec un IMC supérieur ou égal à l'IOTF 30, c'est-à-dire la projection de l'IMC 30 en fonction de l'âge. Et là, il faut se reporter aux courbes du carnet de santé. Et il y a également le tableau dans le Vidal qui permet de reprendre les seuils d'IMC correspondants. Et il faut également un poids supérieur à 60 kg. Donc un traitement accessible aussi chez l'adolescent. Donc ce traitement n'est pas remboursé et donc le prix peut varier selon les pharmacies dans lesquelles on se le procure. Comment on prescrit le liraglutide? Eh bien, on va le prescrire à dose progressive pour limiter les effets secondaires. On va commencer à 0,6 mg la première semaine, donc avec des injections quotidiennes, sous-cutanées. Donc l'autre traitement actuellement disponible est en injection hebdomadaire, on va en reparler. Celui-là est en injection quotidienne. Et on fait des augmentations des paliers de 0,6. Donc on va passer à 1,2 mg la deuxième semaine, 1,8 la troisième semaine, 2,4 la quatrième semaine et 3 mg au-delà de 5 semaines, bien sûr, sous couvert que les effets secondaires ne soient pas majeurs, qui peuvent faire soit revenir au palier inférieur, soit prolonger le palier actuel pour envisager une augmentation plus tard. Et en sachant que donc on ne dépasse pas 3 mg par jour dans le traitement d'entretien. Donc vous voyez, on augmente sur 5 semaines en injection quotidienne, donc on augmente semaine par semaine. Alors, je ne vais pas beaucoup vous montrer d'études sur le liraglutide. Alors, c'est un médicament donc un peu plus ancien en termes d'études scientifiques. Finalement, avec des effets qui sont peut-être un peu en deçà des autres traitements. Donc, j'ai fait le choix de ne pas trop en parler, même si donc, il est commercialisé, il fonctionne. Et là, vous avez ici une étude à 20 semaines du liraglutide, où on voit déjà une perte lorsqu'on est à 3 mg
une perte d'environ 8 kg, 8-9 kg chez 500 patients environ, d'une 45 ans environ, et avec un IMC autour de 35. Donc c'est un médicament, bien sûr en complément, encore une fois, je ne vais peut-être pas le dire à chaque fois, mais en complément de une prise en charge pluridisciplinaire permet d'augmenter la perte de poids, puisque vous avez en vert le placebo, où on a une perte de poids d'environ 4 kg. Alors au milieu, vous avez l'Orlistat, dont on ne va pas du tout parler, parce que c'est loin d'être un nouveau médicament et qui est complètement délaissé actuellement. Ici, on parle encore du liraglutide. Pour parler donc d'une étude de 3700 patients, avec un âge similaire autour de 45 ans, pour une dose de liraglutide à 3 mg, chez des patients d'IMC moyen à 38, sur un peu plus longtemps, donc sur 1 an. Vous avez ici les résultats, soit prise en charge simple, soit placebo, donc soit avec liraglutide. Et donc, peu importe les pointillés ou pas pointillés qui correspondent à des patients qui ont soit un prédiabète, soit une normoglycémie, je dis peu importe parce que les courbes se superposent. En tout cas, on voit qu'en termes de pourcentage de perte de poids, on est autour de 9% avec le liraglutide à 1 an, avec visiblement un plateau. Donc, globalement, on peut sans doute extrapoler en disant que ça n'ira pas beaucoup plus bas, alors qu'en placebo, on est à plutôt moins 3%, ce qu'on voit habituellement dans les études. Alors, il y a un point important aussi, c'est qu'il y a des non-répondeurs aux analogues du GLP-1, et donc pouvoir réévaluer à 12 semaines de traitement à posologie maximale de 3 mg ou maximale tolérée. Si on s'aperçoit que la perte de poids est insuffisante, c'est-à-dire moins de 5% chez l'adulte ou moins de 4% en termes d'IMC ou de Z-score d'IMC chez l'adolescent, il faut considérer que le traitement n'est pas efficace et qu'il doit être suspendu. Donc chez l'adolescent, les chiffres sont un petit peu questionnants parce que déjà quand on raisonne en IMC ou en Z-score d'IMC, c'est pas tout à fait la même chose, alors que finalement c'est le même pourcentage qui est considéré, mais voilà, donc c'est un peu plus questionnant sur ce critère-là, même si ça a le mérite d'être au moins assez bien défini. On va passer maintenant à une autre molécule qui est le sémaglutide, commercialisé sous le nom de Wegovy, qui était remboursé en accès précoce jusqu'à l'année dernière. Et puis là, on peut encore poursuivre le traitement chez des personnes qui ont déjà eu une initiation auparavant. Les indications étaient très restreintes pour le remboursement, c'est-à-dire un IMC supérieur ou égal à 40 et une comorbidité liée au poids. Donc, sur la liste définie, donc hypertension artérielle traitée, dyslipidémie traitée, maladie cardiovasculaire établie et syndrome d'apnée du sommeil appareillé. Et puis, dans le cas d'une absence d'alternative thérapeutique. Donc, il y a un certain nombre de patients qui ont été mis sous ce traitement-là, avec une bonne efficacité. On a l'expérience au CHU de Tours. C'est vrai que c'est un traitement qui permet de bien réguler l'appétit et la faim, et pour lequel on a aussi des non-répondeurs, mais qui sont rares. En tout cas, ça, c'est notre expérience locale. Alors, je n'ai pas de confirmation de ça, parce que je n'ai pas été en contact direct avec le laboratoire, mais il y a des bruits de couloir qui laissent entendre que prochainement, il sera disponible sans remboursement. Et donc, voilà, des infos sont certainement à venir de ce côté-là, et ça pourrait aller assez vite, visiblement. Et donc, pour reprendre les recommandations de l'avis de la HAS, c'est, comme je l'ai dit au début, une prescription recommandée initiale réservée aux professionnels et structures de niveau 2 et 3, c'est-à-dire en pratique les médecins spécialisés de la nutrition et les médecins en SMR nutrition, issus également des CSO et des CHU. On a le même schéma d'augmentation de dose, mais cette fois-ci, comme c'est des doses hebdomadaires, eh bien, on va passer de 0,25 à 0,5 en 1 mois, donc après 4 injections, puis à 1 mg, puis 1,7, puis 2,4, qui est la dose maximale, donc en augmentation mensuelle. Là aussi, en fonction des effets secondaires, on pourra être amené à moduler les choses.
Alors, cette étude-là, pour parler des résultats du sémaglutide, on parlait de la prise alimentaire et de l'appétit. Eh bien, vous voyez à gauche que quand on a le groupe sous sémaglutide à 2,4 mg contre placebo, eh bien, on a une diminution de l'apport énergétique d'environ 35%. Et lorsqu'on considère la diminution finalement, à gauche, pardon, c'est l'apport total et à droite plutôt la diminution. Donc on a une diminution d'environ 1500 kJ. Donc tout ça, ça veut dire qu'on a une diminution de la prise alimentaire qui est constatée par cette étude-là. En termes d'évolution de poids, vous voyez que dans cette étude de quasiment 2000 patients, vous voyez que les âges des IMC sont à peu près équivalents à l'étude du liraglutide, enfin aux études du liraglutide qui correspond également à notre cohorte de patients qu'on peut observer. Eh bien, lorsqu'on est à 68 semaines, c'est-à-dire finalement à 1 an de la dose maximale, on a une perte de poids moyenne d'environ 17%. Versus 2,4% concernant le placebo. Donc, une perte de poids vraiment intéressante dans cette situation. Et puis, quand on montre les données un petit peu différemment et en faisant des tranches de perte de poids, on voit qu'on a 92% des patients qui perdent plus de 5% du poids. Donc, je vous rappelle que c'est le critère d'efficacité. Et si on est en dessous de ça, il faut arrêter le traitement. Donc, on doit être amené à arrêter le traitement probablement chez moins de 8% des patients qui sont non répondeurs. Vous voyez que les 3/4 perdent au moins 10% du poids, que la moitié perd plus de 15% et qu'il y a le tiers qui perd plus de 20% du poids. Donc ça recoupe tout à l'heure la moyenne à moins 18%. Donc il y a quand même un tiers des patients qui perdent plus de 20% du poids. Une autre étude sur le sémaglutide qui est dans le prolongement, c'est une étude qui non seulement a donné le sémaglutide et les conseils pluridisciplinaires, mais aussi qui avait fait une phase initiale de restriction calorique importante, chose qu'on a peu tendance à faire dans notre prise en charge en général, mais ce n'est pas une étude française, avec une prise alimentaire initiale avec une cible autour de 1000-1200 calories pendant 2 mois, mais associée aussi à une thérapie comportementale intensive. Et vous voyez que les mêmes résultats, donc à 1 an, montrent finalement des résultats pas si éloignés, autour de 17% de perte de poids, et avec un placebo qui est plutôt autour de 5%. Donc peut-être qu'il y a un peu plus d'effet sur le placebo, mais finalement, l'effet n'est pas si différent avec le sémaglutide lorsqu'on ajoute une alimentation restrictive initiale. Et à droite, vous avez le même tableau que je vous ai montré tout à l'heure, issu de cette étude-là, où on a à peu près la même chose. Donc, quasiment 90% des patients perdent au moins 5% du poids, 75% perdent au moins 10%, plus de la moitié perdent 15% et un peu plus du tiers perd au moins 20%. Je ne vous ai pas montré les études, mais il y a aussi des effets sur toutes les conséquences de la perte de poids, donc la diminution du tour de taille, l'amélioration du bilan lipidique, l'amélioration de la pression artérielle, de l'adiposité, et puis, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est un traitement du diabète, donc on a aussi une amélioration de la glycémie et de l'hémoglobine glyquée, en lien avec la perte de poids et en lien avec l'effet propre sur l'équilibre glycémique. Ici, c'est une étude qui s'intéresse à qu'est-ce qui se passe quand on arrête le traitement. Alors, vous avez la partie initiale, donc, où il y a 800 patients qui ont été inclus. Vous avez le sémaglutide qui a été donné pendant 20 semaines. Et puis après, il y a en aveugle un switch sur le placebo, donc 2 bras, un placebo et l'autre qui continue le sémaglutide. Donc, le groupe qui continue le sémaglutide, c'est la courbe qu'on vient de regarder, donc c'est similaire. Par contre, ce qu'on peut voir, c'est que ceux qui ont le placebo, eh bien, vont avoir une reprise de poids qui est à 68 semaines
en résultat autour de 5%, mais vous voyez qu'on n'est pas encore stabilisé, donc peut-être que si on avait encore un peu plus de recul, c'est pas exclu qu'on se retrouve finalement à une évolution similaire au placebo. Donc ça pose la question de, finalement, une fois qu'on initie le traitement, et la question n'est pas résolue, qu'est-ce qu'on fait, combien de temps on le donne, parce que manifestement, quand on l'arrête, la faim et la satiété reprennent leur niveau d'avant, et manifestement, ça favorise une reprise de poids. Alors c'est vrai qu'on compte beaucoup sur la prise en charge pluridisciplinaire pour essayer d'inculquer des modifications des habitudes et qu'avec le sémaglutide, on puisse avoir une aide vis-à-vis de la gestion des quantités et que les patients puissent se préparer la quantité qui correspond à leurs besoins aidés par le sémaglutide, même quand ils ne l'ont plus, mais manifestement, il y a quand même un écart sur la prise alimentaire. Ici, vous avez une étude beaucoup plus importante sur 17 000 patients, toujours le sémaglutide, où on a des patients un petit peu plus âgés, et puis beaucoup plus d'hommes que dans les autres études que je vous ai montrées, qui sont plutôt à 70% de femmes, et un IMC un peu inférieur aux études précédentes. Donc ça, c'est pour les caractéristiques des patients. Il n'empêche que quand on a à 104 semaines, c'est-à-dire à 2 ans de sémaglutide, eh bien, vous avez ici les différentes couleurs de classe de corpulence. Donc, on voit qu'à 2 ans, 12% des patients ont repris une corpulence normale, alors qu'il n'y en avait pas à la base, et puis c'est 1,2% du côté placebo. Et quand on s'intéresse aux obésités de grade 3, donc supérieures à 40 d'IMC, on passe de 8% à 4,5%. Donc on a une réduction des obésités de grade 3, de grade 2 également, alors que finalement, si vous regardez à droite au niveau du placebo, la comparaison ne montre pas vraiment de différence. Et puis le graphe de droite, c'est la courbe à 4 ans dans le changement pondéral avec sémaglutide, et en haut le placebo en gris clair. On a donc cette perte de poids qui se maintient dans le temps avec plutôt 9-10% de perte de poids, mais encore une fois, ce n'est pas la même population que les études précédentes. Donc, je n'ai pas forcément d'explication majeure à vous donner sur cette différence-là. Toujours est-il que finalement, la perte de poids est peut-être un petit peu moindre. Peut-être qu'on est un peu plus en vie réelle que dans les études, et donc les résultats sont peut-être un peu inférieurs aux études parce qu'on est en vie réelle. Maintenant, il y a aussi, dans une autre étude rapportée, c'est ce que l'encadré en haut à droite, moins 20% d'événements cardiovasculaires majeurs chez les patients qui avaient des antécédents cardiovasculaires, mais pas de diabète. Et donc ça aussi, c'est une donnée importante quand on veut bien traiter les comorbidités. Maintenant, rapidement, des données chez l'adolescent. Donc, une étude pas si importante que ça, puisque c'est seulement 180 adolescents qui étaient traités soit parce qu'ils étaient en surpoids ou en obésité. Alors, vous ne savez peut-être pas, mais chez l'enfant, on mesure ça en percentile. Et donc, ça veut dire que quand on est au-dessus du 85e percentile, il y en a 15% en théorie de la population qui est au-dessus. Donc ça veut dire que c'est le surpoids, et 95e percentile, c'est la définition de l'obésité. Maintenant, en France, on a d'autres définitions qui correspondent à l'IOTF, comme on l'a vu tout à l'heure, dans l'évaluation de l'efficacité du traitement. Et donc, chez ces patients qui avaient en moyenne un Z-score de l'IMC à 3,3, donc quand on est à 0, on est à la moyenne, quand on est à plus 2, on est au seuil, et au-dessus de plus 2, c'est pas normal, on est en situation élevée, c'est une autre façon de présenter les choses par rapport au percentile. Donc, ces patients-là étaient à plus 3,3, 15 ans de moyenne, avec plus ou moins 1,6 ans. Donc ça veut dire qu'il y avait quand même des jeunes, et notamment, les stades pubertaires n'étaient pas forcément complets, c'est-à-dire qu'il y avait seulement 62%, donc quasiment les 2 tiers, qui avaient fini leur puberté, et un certain nombre de patients qui n'avaient pas fini leur puberté, voire qui étaient en Tanner 1 pour un petit pourcentage, c'est-à-dire vraiment prépubères.
Et donc là, pose la question de quid des traitements. Là, je veux dire que j'étais un peu plus étonné parce que quand on veut faire perdre du poids, à cet âge-là, on a un potentiel de croissance en taille qui peut être grevé par la perte de poids. Et donc, les recommandations sont de dire il faut avoir un poids stable et continuer de grandir, ce qui forcément va faire baisser l'IMC, plutôt que de vouloir cibler comme objectif une perte de poids. Donc, chez ces patients-là, concernant le sémaglutide, donc à 1 an également, on a 15% de perte de changement d'IMC, de diminution d'IMC, pardon, alors que le placebo a peu d'effet. Et on retrouve quasiment les mêmes résultats que chez l'adulte en termes de perte de poids. Et ça rejoint ce que je vous ai dit tout à l'heure par rapport aux patients prépubères, c'est-à-dire qu'on a un tiers des patients qui perdent au moins 20% du poids, ce qui est loin d'être, ce qui est une perte de poids conséquente. Et quand on n'a pas fini de grandir, ça peut être un problème. Et donc, vous voyez que les résultats ne sont pas si éloignés que ça de l'adulte. Donc là aussi, chez l'adolescent, c'est un traitement qui fonctionne. Alors, les effets secondaires, ça se chevauche un petit peu, j'en suis désolé. Les effets secondaires sont marqués énormément par les troubles gastro-intestinaux, donc les nausées, les vomissements, les diarrhées, qui sont en lien aussi avec la diminution de la vidange gastrique probablement, et puis des effets centraux. Il y a le reflux gastro-œsophagien, etc. Donc ça, c'est vraiment l'aspect majeur. Il peut y avoir aussi quelques vertiges, il peut y avoir chez les diabétiques des hypoglycémies et des rétinopathies diabétiques majorées chez les patients atteints de diabète de type 2. Donc attention à la prescription. Et puis il peut y avoir des hypotensions et puis un risque de pancréatite aiguë qu'on va réaborder un tout petit peu après. Donc quand même, ce n'est pas un médicament anodin, même s'il n'y a pas forcément de contre-indication absolue à l'utiliser, c'est-à-dire des comorbidités qui vont nous faire dire « attention, on ne peut pas l'utiliser ». Maintenant, on va passer sur un médicament qui n'est pas commercialisé en France, mais qui l'est ailleurs. Une famille qui associe les analogues du GLP-1 et analogue du GIPR, donc récepteur glucose dépendant insulinotropique. Alors, vous reconnaissez le schéma de tout à l'heure, le tableau de tout à l'heure, et puis là, à droite, vous avez l'action propre du GIP qui joue aussi sur l'appétit, sur les nausées, sur la prise alimentaire, sur l'insuline, le glucagon, cette fois-ci qui augmente le glucagon, qui lui aussi va jouer sur la le côté lipide avec une augmentation de la lipogénèse et puis une diminution de la résorption osseuse et des effets gastriques sur la sécrétion. Voilà, donc lui-même est déjà utilisé pour le diabète également et parce que ça potentialise la sécrétion d'insuline et il y a également une régulation du métabolisme énergétique. Alors, je ne sais pas comment il s'appellera en France, mais en tout cas, la molécule, c'est le tirzépatide, et il a 2 noms, le Mounjaro pour le diabète, le Zepbound pour l'obésité. Il y a une autorisation de mise sur le marché qui a été donnée donc chez l'adulte, avec un IMC supérieur ou égal à 30, c'est-à-dire l'obésité, ou alors supérieur à 27, supérieur ou égal à 27 avec une comorbidité liée au poids. Vous reconnaissez finalement les mêmes indications que le liraglutide. Il y a eu un avis favorable au remboursement avec une amélioration du service rendu à 5 en comparaison aux autres traitements, mais seulement lorsque l'IMC est supérieur à 35 et en cas d'échec de prise en charge nutritionnelle bien conduite. Là aussi, vous reconnaissez ce qu'on a dit tout à l'heure, et c'était déjà le cas pour le sémaglutide ou la reconnaissance d'effets et surtout pour les effets supérieurs, les IMC supérieurs à 35. Donc, on dit en seconde intention. La recommandation de l'avis de la HAS étant de dire, eh bien, ça devrait être un statut de médicament d'exception et la prescription initiale devrait être réservée, là aussi, aux professionnels et structures de niveau 2 et 3 pour une sécurité d'emploi. Un avis d'un spécialiste de la prise en charge de l'obésité a également été recommandé, donc ça rejoint un petit peu la phrase précédente. Et puis, réévaluation à 6 mois du traitement, de façon à voir s'il faut le conserver ou pas.
Donc, c'est aussi des injections hebdomadaires, d'augmentation progressive. J'ai fait une erreur, excusez-moi, dans la ligne écrite, c'est le tableau qui compte. Avec un démarrage à 2,5 mg jusqu'à 15 mg. En fait, les doses d'entretien sont soit 10, soit 15 en fonction de la tolérance. Et vous avez en bas une photo que j'ai empruntée à Internet parce que je ne sais pas quel visuel aura le médicament lorsqu'il sera commercialisé en France, mais vous avez ici le visuel du Mounjaro commercialisé à l'étranger. Les effets indésirables sont assez proches des analogues du GLP-1 seul, donc les troubles digestifs, la vidange gastrique, l'hypoglycémie si traitement sécrétagogue, la pancréatite aiguë, et puis il y a une utilisation prudente sans pour autant avoir une contre-indication absolue à l'utiliser lorsqu'il y a une maladie gastro-intestinale sévère, c'est-à-dire une gastroparésie, puisque ça diminue la vidange gastrique, et puis dans la rétinopathie diabétique. Donc ça, c'est des choses finalement assez peu éloignées des analogues du GLP-1 seul. Alors maintenant, si on parle des études, eh bien, vous avez ici sur l'étude Surmonte 1 qui concernait 2500 patients d'âge 45 ans, IMC moyen 38, donc une population assez similaire aux études qu'on a vues précédemment. On peut voir que lorsque on utilise le tirzépatide à 72 semaines, à 1 an de traitement à dose maximale, eh bien, on a à peu près 22% de perte de poids lorsqu'on utilise le 15 mg, 21,5 à 10 mg, et à 5 mg, on est à 16% de perte de poids, alors que le placebo est toujours autour de 2,5%. Et puis à droite, vous avez la même présentation que tout à l'heure, avec les personnes qui ont perdu plus de 5% du poids entre tirzépatide 5, 10 et 15 mg, et puis le placebo. Donc on peut voir qu'on a plus de la moitié qui perd au moins 20%, 70% qui perd au moins 15%, et une tranche supplémentaire à un peu plus d'un tiers qui perd plus de 25% du poids. Il y a aussi des effets sur les autres paramètres qui sont influencés par la perte de poids, donc la pression artérielle, le cholestérol, la glycémie. Là aussi, je ne vous ai pas montré les études. Dans l'étude chez les diabétiques, eh bien, juste pour vous préciser que la perte de poids est un peu moindre, peut-être. Alors, il n'y a pas de comparaison directe, mais en termes de notion, donc là, on était plutôt à 22% chez les non-diabétiques. Là, on est plutôt à 16% pour le tirzépatide 15 mg. Donc, c'est des choses qu'on a l'habitude de voir même en situation sans traitement médicamenteux. La perte de poids chez les patients diabétiques est toujours plus difficile que chez les non-diabétiques. Et vous avez à droite la même chose, enfin la partie circonférence, un tour de taille, qui montre également un effet sur le tour de taille. Alors, même chose qu'avec le sémaglutide, il y a une étude qui a fait prendre à tout le monde du tirzépatide pendant 36 semaines, et puis après un switch avec placebo, où là, on peut voir que finalement, même évolution, lorsqu'on arrête le traitement, eh bien, le poids remonte. Et là aussi, vous voyez qu'à 88 semaines, il n'y a pas de plateau. Donc, peut-être que ça continue d'augmenter. On ne sait pas bien, mais peut-être qu'on revient encore un petit peu plus haut. Et ça pose la même question de se dire, en fait, une fois qu'on l'a commencé, quand est-ce qu'on doit l'arrêter, si jamais on doit l'arrêter un jour. Et puis, il commence à y avoir des études qui comparent sémaglutide et tirzépatide. Alors déjà, cette étude-là, c'est une méta-analyse qui a plutôt analysé l'effet des analogues, enfin des traitements d'obésité analogues GLP-1 et donc GLP pour le tirzépatide au sens large. On voit bien qu'en termes d'intervention, les différentes études sont toutes favorables, avec un effet favorable, puisqu'on est à gauche du zéro, donc un effet favorable de l'intervention, donc du traitement dans la perte de poids. Donc en haut, c'est le sémaglutide, ici, c'est le tirzépatide, et là, c'est le total des deux types de traitements.
Il y a eu une étude de comparaison indirecte de STEP 1 et SURMONT 1 qui a pu être faite, alors soit avec le tirzépatide 10 mg versus le sémaglutide 2,4 ou tirzépatide 15, qui semble être plutôt en faveur du tirzépatide, avec donc des différences significatives pour donc les différentes analyses d'efficacité. Et puis, une autre étude chez 18 000 patients américains, donc plutôt en vraie vie, qui a pu comparer donc des traitements à la fois chez les diabétiques et chez les non-diabétiques. Alors les diabétiques, ils sont dans les colonnes du milieu, les non-diabétiques sont à droite, et puis les confondus sont à gauche. Et donc vous avez sémaglutide en foncé, tirzépatide en clair, à 3 mois sur le panel de gauche, 6 mois sur le panel du milieu et 12 mois sur le panel de droite. La durée moyenne de suivi était d'un peu moins d'1 an. Et là aussi, on a l'impression que le tirzépatide paraît plus efficace que le sémaglutide dans la perte de poids. Enfin, dans cette étude-là, il y a quelque chose qui m'a beaucoup accroché, c'est que quel que soit le traitement, la moitié des patients l'avaient arrêté. Et donc là, ils n'ont pas précisé, ils avaient juste des hypothèses d'arrêt, mais ils n'avaient pas renseigné le motif d'arrêt dans leur papier, dans leur article. Et ils avançaient que les effets secondaires pouvaient être pris en compte. Comme c'est une étude aux États-Unis, bien il y avait le coût du traitement aussi. Même si en France, vous voyez que les traitements sont pas remboursés pour l'instant. Et puis aussi l'effet éventuellement d'une pénurie de traitement potentielle. Donc, n'empêche que même si on ne sait pas trop pourquoi, c'est questionnant de se dire la moitié des patients ont arrêté le traitement. Une dernière étude de comparaison. Alors, vous voyez qu'il y a plein de médicaments dès qu'on n'utilise plus comme Orlistat, dès qu'on n'a jamais utilisé en France comme le topiramate, le bupropion. Et puis, vous commencez à voir apparaître les analogues du GLP-1 ici. Et donc, visuellement, on a ici le sémaglutide et le tirzépatide à droite. On a l'impression aussi que dans cette synthèse d'études interventionnelles, il semble que le tirzépatide soit plus efficace. Il y a d'autres molécules qui sont pressenties, donc je ne rentre pas dans le détail, mais il y a beaucoup de recherches autour de ça et c'est vraiment un domaine en grand devenir. Et c'est vrai que d'avoir un outil supplémentaire dans la prise en charge pour avoir donc une perte de poids. Alors, on n'a pas du tout parlé de chirurgie bariatrique aujourd'hui, mais c'est une autre alternative qui peut être proposée. En tout cas, il y a beaucoup de recherches autour des traitements médicamenteux et beaucoup de choses vont voir le jour prochainement. Donc, c'est vraiment un domaine à suivre de près. Et puis, dernier médicament que j'ai volontairement mis à part parce que les indications sont très particulières, c'est les agonistes du récepteur OMC4, la mélanocortine 4. Donc, c'est des médicaments enfin un médicament plus exactement, qui joue sur la voie de la leptine. Alors, vous voyez ici en rouge les différentes mutations possibles chez l'homme, donc la préopiomélanocortine, PCSK1, MC4R, etc. Et donc, lorsque cette voie est lésée, c'est des patients qui ont une obésité génétique, mono ou oligogénique, avec donc une augmentation du poids très précoce, des troubles alimentaires très précoces et souvent des troubles du développement, des troubles endocriniens associés. Donc, on est vraiment dans le cas d'une obésité très particulière qui est l'obésité génétique. Donc, ce médicament s'appelle le 7-mélanotide, donc Imcivree de son nom commercial, qui a l'AMM chez l'adulte et chez l'enfant de 6 ans et plus, dans des indications très précises, l'obésité monogénique, le syndrome de Bardet-Biedl, qui est un syndrome génétique qui donne une obésité, des anomalies des doigts, des anomalies rénales et des anomalies de développement et de capacité intellectuelle. Et puis les obésités hypothalamiques lésionnelles. Donc, par exemple, des interventions pour crânio-pharyngium qui vont donner des problèmes hypothalamiques. Le traitement est une injection quotidienne.
Quand on a plus de 16 ans et plus, eh bien, on va démarrer à 2 mg les 2 premières semaines, et la 3e semaine, on va aller à la dose de croisière qui est 3 mg, si les effets secondaires le permettent. Et quand l'enfant a moins de 16 ans, à ce moment-là, ça va être 1 mg la première semaine, 2 mg la deuxième et 3 mg la troisième. Donc, quand on a une insuffisance rénale, il faut augmenter avec des paliers beaucoup plus lents, donc mais semaine par semaine. Et les effets secondaires principaux sont l'hyperpigmentation, les troubles digestifs qui peuvent être assez présents, la dépression qui est vraiment à regarder de près, et puis un effet secondaire pas forcément très fréquent, mais qui peut être problématique, c'est une érection prolongée. Quand on regarde dans les études, et plus spécifiquement dans les différentes pathologies, donc quand on a un déficit en préopiomélénocortine, là vous voyez que c'est une étude chez 10 patients, alors forcément les effectifs sont minimes, parce que c'est des maladies très rares, eh bien vous avez en rouge la moyenne de perte de poids, qui va être autour de 25% environ, sachant qu'il y a des patients qui ne vont pas perdre de poids du tout, et que là, il y a la petite fenêtre où on a arrêté, où finalement, ils reprennent tous du poids. Donc là aussi, l'idée que le traitement gère l'impulsivité et la faim sur un critère vraiment important, et parce que vous avez en haut le score de faim avec la petite remontée ici qui correspond au moment où le traitement a été arrêté, et la gestion de la faim qui est plutôt favorable par ailleurs. Pour ce qui est des déficits en récepteurs à la leptine, même schéma que précédemment, 11 enfants. Là, vous voyez que l'effet est présent, mais peut-être un peu moindre que pour les déficits en POMC, autour de 10%, ce qui est loin d'être négligeable, hein. Donc c'est déjà un résultat très intéressant dans ce déficit-là, et avec un peu le même profil en termes de faim, là sur le panel en haut à droite, où vous avez une réaugmentation quand on a une fenêtre thérapeutique. Dans le syndrome de Bardet-Biedl, là aussi un petit effectif, hein. On a une perte de poids qui est significative, hein, ça c'est la partie du haut, et puis comme c'est des enfants, on raisonne aussi en Z-score de l'IMC, et on a donc une perte d'environ 9,5%, 9,5-10% du poids, et en termes de Z-score d'IMC, moins 0,8 points de diminution au bout d'1 an de traitement, avec, semble-t-il, là aussi, comme pour les précédents traitements, un plateau qui se dessine. Et puis dans les obésités hypothalamiques, là, seulement 18 patients, des enfants et des adultes, avec du 7-mélanotine donc, un IMC à 38 en moyenne. Sur la partie gauche, vous avez chaque barre est un patient, et avec son résultat en termes de changement d'IMC, en pourcentage. Donc, il y a des patients très, très répondeurs qui perdent entre 15 et 37% de leur pourcentage d'IMC, pardon. Et puis, des patients qui ont des résultats moindres, et même qui peuvent être jugés inefficaces. Donc, avec un arrêt du traitement, parce que la perte de poids est insuffisante. Et à droite, vous avez les trajectoires de chacun des patients, où on voit bien que on a une diminution franche et une tendance à la stabilisation plutôt entre 6 et 12 mois. Et donc, il me reste à conclure. Dans les différents traitements actuels, donc on voit qu'il y a un effet significatif sur le poids, que vous avez bien compris que c'est forcément pas le traitement tout seul balancé, mais en complément d'une prise en charge comportementale adaptée, et que ce traitement-là doit être proposé en seconde intention. Que ce qui se dessine, c'est que la main soit donnée aux spécialistes de l'obésité et pas à tout le monde, enfin en termes de prescription médicale, avec des traitements qui sont déjà commercialisés ou qui le seront prochainement, et puis donc une recherche importante sur le sujet. Reste à définir l'intégration de la stratégie thérapeutique. Donc là, on a défini les traitements par rapport à la prise en charge pluridisciplinaire, mais la hiérarchisation des traitements n'a pas été statuée. Et puis le dernier élément, chose que j'ai essayé de souligner, c'est quand est-ce qu'on arrête ce genre de traitement, parce que la reprise de poids paraît
peut-être pas inévitable, mais en tout cas très fréquente dans les études, et donc pose la question même si on diminue les comorbidités, on diminue le poids, c'est aussi une question de se dire l'effet à long terme de ces traitements en termes d'effets secondaires, peut-être qu'on ne connaît pas, et quand est-ce qu'on l'arrête tout ou est-ce qu'on considère qu'il ne faut jamais l'arrêter. Et je vous remercie. Je suis ouvert à toutes les questions. Merci beaucoup Arnaud. Y a-t-il des questions? Il y a le chat questions et réponses là associé. Je n'ai pas vu de questions pour l'instant. Moi non plus. C'est que j'ai été très clair. On est sûr que les questions passent bien vu que c'était dans le QR. Oui. Voilà, on a une question. Alors, bonjour, je suis de Blois et en errance complète car je ne trouve personne qui puisse m'aider. IMC 43, 60 ans, souci pour me déplacer. Comment dois-je procéder pour avoir des informations, avoir une aide? À Orléans, il ne s'occupe pas de ça. Alors, je ne sais pas donc si c'est en lien directement avec le sujet des traitements. En fait, en tout cas pour avoir une prise en charge, c'est ce que je comprends là, c'est plutôt au CSO de Tours qu'il faut s'adresser, venant de Blois. Et à ce moment-là, c'est avoir une lettre de son médecin traitant et puis rédiger une lettre aussi qui permet de mieux, de pouvoir se raconter un petit peu et qu'est-ce qui a pu amener la demande et quelles sont les choses que la personne aimerait changer. Voilà, et ça, il faut l'adresser au service de nutrition à Tours. Merci. Alors, on a beaucoup de messages pour dire que c'était très clair. Quelles sont les contre-indications au traitement? Par exemple, est-ce que le cancer thyroïdien est une contre-indication? Ce n'est pas écrit en tant que tel, pas à ma connaissance en tout cas. Peut-être que la contre-indication m'a échappé. Alors moi, je suis pas endocrinologue, donc, mais pour moi, il n'y a pas de choses particulières par rapport à ça. Enfin, en tout cas, même, je ne sais pas s'il y a un traitement en particulier qui était évoqué par rapport à cette question-là. Alors, j'ai pas plus d'informations pour Plus l'instant. d'informations. Il y a une autre question. Peut-on switcher du sémaglutide au tirzépatide par rapport au remboursement? Ah, alors déjà, le tirzépatide, l'objet du remboursement n'est pas statué, hein, donc on ne sait pas s'il sera remboursé. Il n'y a pas d'études, à ma connaissance, qui ont travaillé à la jonction des deux. Probablement que, on rajoute une partie qui est déjà présente dans le sémaglutide et dans le tirzépatide. Il y a quand même une molécule commune qui est l'analogue du GLP-1. Alors même si c'est pas tout à fait la même molécule, c'est de la même famille. Donc comme c'est pas une réponse absolue, mais je ne pense pas que ça pose vraiment problème de faire une succession de ces deux traitements. Maintenant, le tirzépatide n'est pas encore commercialisé en France et on ne sait pas non plus s'il sera remboursé. Alors, on a d'autres questions. Arnaud Monnier de Chartres pose une question sur le schéma séquentiel au bout de 1 an pour les différents analogues. Le schéma séquentiel.
Alors, Je ne comprends pas bien la question. c'est pas une question, un schéma séquentiel au bout de 1 an pour les différents analogues. Peut-être y a-t-il un schéma séquentiel? En fait, les traitements sont en cours d'arrivée, et donc il y a beaucoup de questions qui ne seront pas résolues aujourd'hui. Les interactions, enfin, la hiérarchisation des traitements, elle n'est pas faite, hein, comme je l'ai dit. Donc, je ne comprends vraiment pas bien la question de séquentielle, c'est-à-dire peut-être de le donner pendant quelques semaines et de l'arrêter, je ne sais pas. Enfin, disons que on voit bien que quand on l'arrête, la faim et la satiété remontent, donc on a plutôt envie de le donner au long cours, mais peut-être que je ne réponds pas à la question quand je dis ça. Je vais continuer dans le fil des questions parce qu'il y en a beaucoup qui arrivent au coup par coup. Vu la reprise de poids à l'arrêt, doit-on parler de traitement à vie? C'est la question qui se pose, hein. C'est vrai qu'une fois qu'on a commencé le traitement, on ne sait pas bien, certainement qu'il faut le continuer longtemps, hein, mais ça reste une question. Personne n'a la réponse pour l'instant. Mais c'est vrai que l'obésité, c'est une maladie chronique, comme vous le savez, on n'en guérit jamais, malheureusement. Donc, même si la corpulence redevient normale, il y a certains comportements qui peuvent réapparaître. Et donc, une reprise de poids n'est pas à exclure, surtout qu'elle est plus facile quand on a déjà eu un problème de poids. Donc, on est plutôt vraiment dans le domaine de la maladie chronique où les traitements sont globalement donnés au long cours sans envisager forcément l'arrêt, hein. Bonjour, ces traitements sont-ils donnés pour aux patients qui ne peuvent pas être opérés ou qui refusent d'être opérés? Une personne qui a déjà subi une chirurgie bariatrique et repris du poids derrière, peut-elle obtenir un traitement de ce type? Alors, la hiérarchisation, encore une fois, des traitements, elle n'est pas claire. On sait que la chirurgie bariatrique, c'est une indication dans l'excès, enfin, l'excès de poids peut être traité par la chirurgie bariatrique toujours avec un accompagnement. Maintenant, on peut, en cas d'échec de chirurgie bariatrique, ou si la personne ne souhaite pas être opérée plutôt que de refus, je pense que les traitements médicamenteux ont toute leur place. Quand on voit la perte de poids avec la chirurgie, ça semble un petit peu au-dessus, c'est-à-dire qu'une chirurgie paraît, là aussi il faudrait comparer, mais en termes de pourcentage de perte de poids, on a l'impression que c'est un peu au-dessus des médicaments pour l'instant. Mais disons que toutes les alternatives thérapeutiques ont leur place et que ce soit parce que le patient ne souhaite pas être opéré ou parce qu'il est en échec de chirurgie, c'est possible de prescrire ce traitement. Donc, on a une autre question à la suite qui reprend cette question-là. Le traitement est-il compatible après une sleeve suite à une reprise de poids? Donc, on vient d'y répondre aussi. Alors, une remarque sans doute à propos de la question auparavant. Les études sur le Wegovy excluaient les antécédents personnels ou familiaux de cancer thyroïdien. Donc, ça reprenait la question des contre-indications. D'accord, mais dans le Vidal, c'est pas mentionné. Quelle surveillance nutritionnelle? Voilà, c'est juste une question. D'accord. Eh ben, il faut. Alors, si la question c'est est-ce qu'on fait la même chose qu'après chirurgie bariatrique, à faire les bilans régulièrement, etc., il n'y a pas de recommandation à ce sujet. Maintenant, si on voit qu'une perte de poids est importante, conséquente, ben, ça veut quand même dire qu'il faut se poser la question d'éventuelles carences et donc peut-être envisager de faire des prises de sang ad hoc. Maintenant, il y a aussi le reste, bien sûr, hein, c'est qu'il faut la prise en charge, l'accompagnement pluridisciplinaire qui doit être proposé avec le traitement en plus du reste et pas à la place. Je rebondis, on avait une remarque justement sur GPS Obésité qui propose des prises en charge pluridisciplinaires. Alors là, on parlait du Loir-et-Cher, mais elle est sur plusieurs départements.
Une autre question, ces traitements permettent-ils l'acquisition de nouveaux comportements qui perdurent à l'arrêt des traitements, comme une réduction des quantités consommées par exemple? Ben, manifestement, ça n'est pas trop le cas parce que comme vous avez vu, à l'arrêt des traitements, même s'il y a eu plusieurs semaines, voire un peu plus encore, pour envisager de modifier les habitudes de vie, les gens reprennent du poids. Donc, quelque part, ça se joue entre la sensation de faim qu'il est difficile de juguler, la satiété également. Donc, probablement que même si on essaie de mettre des choses en place, ça n'est pas probablement suffisant pour que la perte de poids se maintienne à l'arrêt du traitement. Alors, on a une précision sur le schéma séquentiel, une petite précision, est-ce que c'est 1 mois sur 2? Y a-t-il un schéma séquentiel 1 mois sur 2? Je n'ai pas plus d'informations. Ben, non, les traitements sont soit quotidiens, soit hebdomadaires selon les molécules. Et il n'est pas question de traiter un mois et d'arrêter le mois d'après. Surtout que là, on risque de s'exposer si on reprend à des doses importantes, aux effets secondaires qui sont quand même assez conséquents si on ne prend pas les précautions d'augmentation progressive. Alors, pour l'instant, on a fait le tour des questions actuelles. On a beaucoup de remerciements. Corinne, donc vous rappelle que le prochain webinaire aura lieu le 30 janvier. Il portera sur les rythmes circadiens et l'obésité et sera effectué par le professeur Jacobi. A-t-on une dernière question? Effectivement, on a la chance de pouvoir entendre le professeur David Jacobi, que peut-être pour les plus anciens, sans froisser personne, le connaissent déjà puisqu'il était à Tours il y a quelques années. Et il est maintenant professeur de nutrition au CHU de Nantes et vraiment spécialiste de l'obésité et des rythmes circadiens. On est très content de pouvoir avoir cette présentation. Voilà, et vous retrouverez toutes ces informations sur le site obécentre.fr. En tout cas, s'il n'y a pas de nouvelles questions, je remercie tout le monde, le docteur De Luca pour sa présentation. Je remercie tous les participants aussi pour leur attention et leurs questions. Et puis, on se dit au 30 janvier alors.